humaniste français, à son édition de Lucrèce, publiée en 1563. C'est une édition qui a eu beaucoup de succès à la Renaissance, et pas seulement. C'est l'édition de référence pour l'étude de Lucrèce jusqu'en 1850, quand l'allemand Lachmann, qui est le père de la philologie allemande et de la philologie moderne, publie son édition de Lucrèce. C'est-à-dire que pendant à peu près 4 siècles, tous les jeunes érudits, les jeunes qui faisaient des études et qui avaient envie de travailler sur le texte de latin de Lucrèce et de disposer d'une traduction latine commentée, avaient la possibilité de feuilleter le livre avec le commentaire de Denis Lambin partout en Europe. C'est une édition qui a eu plusieurs rééditions. Et c'est en France l'une des éditions les plus importantes au XVIe siècle, après celle d'un humaniste italien dont on a parlé hier avec certains d'entre vous, Giovanni Battista Pio, qui est lui le premier à avoir commenté en latin Lucrèce et qui a publié son édition en 1511 à Bologne pour la première fois. Et cette même édition a été réimprimée 3 ans plus tard, en 1514, à Paris, telle qu'elle, avec une préface de Nicolas Béraud, qui est un des premiers humanistes français qui appartenait au groupe de Guillaume Dudet, pour se comprendre. Voilà. Donc entre l'édition française de Giovanni Battista Pio 1514 et l'édition de Denis Lambin 1563, il y a 50 ans qui se passent, donc qui s'écoulent. Donc il y a plusieurs différences dans les choix que ces deux humanistes font pour traiter le contenu philosophique du poème de Lucrèce. Lucrèce, je vous le rappelle très brièvement, est un auteur qui a un statut très particulier par rapport à d'autres auteurs latins, parce que c'est un auteur qu'on ne lisait quasiment plus au Moyen-Âge. On ne le lisait plus pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, et à mon sens la principale, c'est qu'il n'y avait plus assez de manuscrits. C'est-à-dire que certains d'entre vous le savent très bien, le texte de Lucrèce est un texte très difficile. C'est un latin classique, avec beaucoup d'archaïsmes, avec beaucoup de tournures difficiles. Et au fur et à mesure que l'Empire romain allait chuter, on va dire, l'enseignement latin s'est modifié aussi. À l'époque de Cicéron, par exemple, tous les savants, tous les érudits étaient bilingues. Ils parlaient vraiment le latin et le grec. Genre au 3e, au 4e siècle, on ne peut plus dire vraiment qu'un érudit était tout à fait bilingue, latin et grec. De même, le niveau d'enseignement à l'école commence à baisser. Et donc, on ne va plus choisir des extraits de Lucrèce pour enseigner la grammaire aux jeunes étudiants. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de copier le texte, ce qui fait qu'on n'a plus de manuscrits, parce que les rares manuscrits qui survivent sont cachés dans une bibliothèque qu'on ne connaît plus. Ce qui fait qu'en 1417, quand l'humaniste italien Poggio Bracciolini découvre un manuscrit complet du De Rerum Natura de Lucrèce, il y avait en Europe à peu près 4 manuscrits de Lucrèce qui avaient survécu. Et tous ces manuscrits dataient du IXe siècle, c'est-à-dire de l'époque de Charlemagne, qui coïncide avec ce qu'on appelle la Renaissance caroline. Donc le IXe siècle a été vraiment la dernière phase où l'on a copié des manuscrits de Lucrèce. Donc les humanistes, quand ils découvrent Lucrèce, c'est à partir des manuscrits qui datent du IXe siècle. Poggio Bracciolini, lui, découvre un manuscrit dans un monastère allemand. Il connaissait Lucrèce, parce que les hommes du Moyen-Âge n'avaient pas accès au texte de Lucrèce, mais ils savaient quand même que Lucrèce avait existé et qu'il avait écrit le De Rerum Natura. Et parfois même, ils avaient accès à certains des vers du poème, parce qu'il y a toute une tradition indirecte qui a garanti pendant des siècles la survie de certaines miettes, bribes du poème de Lucrèce. La tradition indirecte comprend bien sûr les auteurs classiques qui ont cité ou imité Lucrèce, les auteurs classiques qui n'ont pas cité Lucrèce mais qui ont cité Épicure, qui ont donc contribué à transmettre des connaissances sur l'épicurisme, parce que Lucrèce fait essentiellement une apologie, une synthèse de l'épicurisme. Et tous les auteurs qui ont écrit à partir du 3e, 4e siècle des manuels, des grammaires, Priscien, Donat, ou des commentaires, je pense aux commentaires de Servius à Virgile, il y a plein de références à Lucrèce dans ce texte-là. Ou Anonius Marcellus qui a fait lui aussi des Compendiosa Doctrina, où il y a à peu près une centaine de vers de Lucrèce qui sont cités. Donc les hommes du Moyen-Âge avaient accès à ce patrimoine indirect, donc ils pouvaient goûter d'une certaine manière des miettes
du poème de Lucrèce, mais n'avait pas accès à la totalité du texte. Donc Poggio Bracciolini, quand il part faire ses recherches dans les bibliothèques allemandes, il sait exactement que Lucrèce a existé, et il sait qu'il a envie de retrouver ce texte, parce qu'il se dit que quelque part, il doit y avoir un manuscrit de Lucrèce. Il a de la chance, il tombe sur un manuscrit complet de Lucrèce. Il en fait faire une copie sur place, parce que le moine bibliothécaire ne lui avait pas permis d'emporter le manuscrit. Et il envoie tout de suite cette copie à Florence, où ses amis humanistes l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Et c'est à Florence, à partir de 1418 à peu près, et jusqu'en 1430, que la première phase de réception du poème de Lucrèce commence. C'est-à-dire que le texte de Lucrèce arrive à Florence dans un état assez corrompu. Le manuscrit allemand présentait des erreurs, il y avait des fautes, il y avait des lacunae, des passages qui manquaient. Donc il y a tout un travail qui commence en Italie au début du XVe siècle pour rétablir la bonne version du poème de Lucrèce. Et ce travail permet, en à peine 20 ans, d'avoir 56 manuscrits humanistes en Italie. C'est un succès incroyable, c'est un succès vraiment inexplicable. Les humanistes connaissaient le nom de Lucrèce, ils avaient envie de goûter à la philosophie épicurienne. Quand ils découvrent ce poème qui résume en vers le contenu de la philosophie d'Épicure, ils sont tout à fait étonnés. D'autant plus que, comme on va le voir, le poème de Lucrèce et la philosophie épicurienne étaient en contradiction avec les philosophies dominantes à la Renaissance, parce que Épicure ne s'entendait pas avec Aristote, ni avec Platon, ni avec le stoïcisme, et de plus, ça posait un problème du point de vue théologique, parce que, bien entendu, quand Lucrèce parle de la mortalité de l'âme, ça pose un problème vis-à-vis de la religion dominante alors en Italie. Cela dit, les humanistes travaillent sur le texte de Lucrèce, ils arrivent à obtenir une bonne version épurée, ils établissent toutes les variantes, il y a Policien notamment qui travaille longtemps sur le texte. On travaille à Florence, à Rome, à Naples et à Venise. Ce sont les 4 centres principaux où l'on travaille sur le texte de Lucrèce. Et ensuite, à partir de 1470, c'est l'imprimerie qui prend le relais. On a l'Editio Princeps qui est imprimé à Brescia, dans le nord de l'Italie, en 1473. On a par la suite l'édition très importante d'Aldo Manuzio à Venise, 2 éditions, la première en 1500, la deuxième en 1515. Et on a l'édition de Giovanni Battista Pio, qui est très importante parce qu'elle est dotée d'un commentaire. C'est cette édition-là qui permet l'arrivée de Lucrèce en France. En France, il n'y avait pas de manuscrit humaniste, il y avait seulement un manuscrit du 9e siècle qui était conservé dans ce trésor qui est la bibliothèque de Saint-Bertin, près de Saint-Omer, dans le nord-Pas-de-Calais. Il y avait le manuscrit du 9e siècle qui était là, mais les humanistes parisiens et lyonnais ne le savaient pas encore. Donc le manuscrit était entre guillemets caché, il dormait dans la bibliothèque de Saint-Bertin. Donc c'est vraiment grâce au livre imprimé que Lucrèce revient en France via l'Italie. C'est pour ça qu'on a choisi, entre autres, de parler de cette préface, parce que je pense qu'elle représente au mieux la Renaissance, telle qu'on la connaît. L'invention de l'imprimerie constitue une véritable révolution. La recherche de manuscrits d'abord, le livre imprimé ensuite, de l'Italie à la France. Donc c'est un mouvement européen, grâce au livre imprimé, qui permet le retour de Lucrèce partout en Europe. Parce que cette édition de Lambin, édition française, publiée à Paris en 1563, sera lue dans tous les autres pays européens et même en Italie. Paradoxalement, il y a ce retour. Lucrèce arrive en France arrive en Italie grâce au manuscrit, il arrive en France grâce à l'édition imprimée et il revient en Italie grâce à l'édition imprimée de Denis Lambin. Ça, c'est tout l'intérêt de cette édition qui est vraiment importante. Sans compter, dernière chose avant de passer à la traduction, que Lambin écrit son commentaire autour de 1560, donc c'est une époque particulière, parce qu'en France, vous le savez très bien, ce sont les guerres de religion qui commencent, et en Italie, comme on l'a évoqué hier aussi dans l'atelier de Virginie Leroux, c'est le concile de Trente qui a lieu. Donc on est en pleine contre-réforme. Et donc il faut
prendre des précautions, il faut savoir s'adapter au climat de la société de ce temps-là, et c'est ce que Denis Lambin fait dans la préface que nous allons lire, et c'est ce qu'il fait constamment dans son commentaire quand il se retrouve à commenter des passages considérés comme difficiles. Je pense pour ceux d'entre vous qui connaissent Lucrèce au livre 4, quand il est question de la description physique de l'amour. Donc je vous propose de passer tout de suite au texte pour ne pas perdre de temps. Ce que vous voyez ici, c'est la page de titre, le frontispice de l'édition de Denis Lambin, publié en 1563, où il dit qu'il a établi le texte de Lucrèce à partir de 5 manuscrits qu'il aurait consultés, et Quinque Codicum Manuscriptorum emendati, parce qu'en fait, Lambin, avant d'établir le texte, avait été à Rome pendant longtemps. Et il se trouve qu'à Rome, à ce moment-là, il y avait Marc-Antoine de Muret aussi, qui est un humaniste français assez connu. Et ensemble, ils avaient été chercher les manuscrits de Lucrèce, ceux qui sont tous aujourd'hui conservés à la Bibliothèque du Vatican. Donc on les possède encore, ces manuscrits qui ont servi pour l'établissement du texte de l'édition imprimée de Lambin. Et ici, c'est la première page de l'épître dédicatoire au roi Charles IX, que nous allons commencer à traduire maintenant. Titre dédicatoire au roi, donc Lambin, dès le début de son œuvre, il se met sous la protection du roi. Et vous pourrez peut-être nous donner des idées pourquoi il fait ça. Il fait ça peut-être pour se mettre sous la protection de l'autorité royale et donc d'une certaine manière contourner la censure.